devoir relancer, avant de soumettre encore une question au professeur Jérôme Balbi, je vais devoir relancer notre collaborateur en ligne, en direct depuis Luxembourg, Sénapeto. Sûrement, il a encore une question à soumettre au professeur Mamadou Koulibaly. Sénapeto, vous avez l'antenne. Oui, merci Sylvain. Oui, c'est un prolongement, pardon, de la question précédente. Là, on vient de parler de la révision de la liste électorale, mais nous aimerions savoir si le professeur Koulibaly et son parti leader auraient encore d'autres griefs ou d'autres problèmes qu'ils pensent qu'ils devraient être réglés en amont. Hein. Nous sommes à 4 mois des élections. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres problèmes à part l'enrôlement et tout ce qui va avec, pour que les dites élections soient espérées transparentes, équitables et surtout dénuées de tout germe chrysogène. Tout à fait. Puisqu'on a parlé de l'alternance pacifique est-elle possible en automne prochain, professeur Mamadou Koulibaly? Oui, il y a encore des griefs. Vous savez, si on veut égrener, on n'en finirait pas. Mais je vais juste prendre un seul. Nous sommes à 4 mois des élections. Nous sommes dans une situation d'état d'urgence. Il est dit dans les textes publiés par le gouvernement que dans la zone d'Abidjan, vous ne pouvez pas vous réunir à plus de 50 personnes et puis à l'intérieur du pays à plus de 200 personnes. Et il est dit que vous devez respecter un certain nombre de critères de circulation. Mais là où nous avons des problèmes en tant qu'opposants, en tant que candidats, c'est que nous, quand nous nous réunissons à 30, 40, 50, en gardant un mètre entre nous, en portant les masques, en mettant des seaux, on se lave les mains, il se trouve des gens qui vont appeler la police, il se trouve des gens qui attirent l'attention sur le fait que nous respectons pas les critères. Là-bas à Korogo, ils sont allés lapider des gens qui se réunissaient au prétexte qu'ils étaient trop nombreux, ou ils portaient pas de masques, ou ils étaient trop proches les uns des autres. Pendant ce temps, le pouvoir, le parti au pouvoir, réunit 1000 personnes, 2000 personnes, 500 personnes, sans aucune mesure sanitaire, de masque ou de mains lavées, de distanciation physique, et puis distribue des gadgets, est en campagne pleinement et encadré parfois même par la police, sans que personne... Et puis ensuite, ils s'en cachent même pas, ils font des reportages là-dessus, ils diffusent là-dessus. À tel endroit, nous avons fait un grand meeting à 600 personnes, 800 personnes, 1000 personnes, mais quand les opposants osent, on dit « Ah, mais vous violez les textes de l'état d'urgence, ce n'est pas possible. » Voilà la chose. Certains sont en résidence surveillée et puis d'autres sont en campagne. Et ils ont mis une barrière autour d'Abidjan pour l'éloigner, pour confiner Abidjan par rapport au reste du pays, mais eux, tous les jours, il y a des cortèges entiers circulent tranquillement, passent les barrières, et nous devons leur demander l'autorisation. Ils vous demandent où est-ce que vous allez, pour combien de temps, pour faire quoi, et pour la circulation, des cas spécifiques ont été identifiés, funérailles, maladies, enfin des choses de ce genre-là, ou fonctionnaires, infirmiers et autres reprenant leur service. Si vous n'entrez pas dans ce type de cas, on vous dit non, bon, c'est pas très urgent, vous restez. Ça fait que les commerçants et les autres fraudent pour passer, et puis les gouvernants officiellement circulent librement, ils font campagne et nous sommes confinés à ne pas bouger. Voilà. Ça, c'est pas du tout bien pour on a 4 mois de l'élection présidentielle. 4 mois. Donc, c'est la campagne qui a commencé comme ça pour eux, et puis nous, on attend. Alors, au-delà des institutions, commission électorale, code électoral, il y a la pratique de la campagne qui n'est pas vraiment équitable. C'est vrai que Corona
gêne un peu. Mais pourquoi nous ne sommes pas tous traités équitablement, également par rapport au coronavirus? Pourquoi certains sont privilégiés sans savoir que leur privilège conduit à une remontée justement des cas de contagion, des cas de maladie. La Côte d'Ivoire est en train de repartir à la hausse. Alors il y a tous ces éléments combinés, mais bon, personne n'a envie que la crise, c'est que cette élection se déroule mal. D'accord. Alors, oui, personne n'a envie. D'accord. Alors, professeur Jérôme Balobi, merci de nous accompagner en ligne en direct dans cette émission depuis la région parisienne. Vous, on voit que vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez soufflé tout à l'heure, vous n'êtes pas d'accord avec les élections en Côte d'Ivoire. 4 mois des élections présidentielles, l'alternance pacifique est-elle possible en octobre prochain? Vous l'avez écouté tout à l'heure, professeur Mamadou Koulibaly a relevé quelques manquements lors de l'enrôlement. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tellement très sûr de cette élection pacifique en Côte d'Ivoire? Ouais, mais quand on a fini d'écouter le président Mamadou Koulibaly, moi je ne suis pas sur le terrain, mais il a dit les conditions réelles. Est-ce que véritablement c'est les conditions d'exercice d'une démocratie normale? C'est-à-dire qu'un pouvoir en place qui édite ses propres textes, qui ne respecte pas. Donc les autres, ceux qui sont opposants, les éventuels candidats, ils sont lésés d'avance. Mais quand dans une situation pareille, ce qu'on prépare, ce n'est pas une transition, enfin, une alternance pacifique, c'est clair. Quand le pouvoir est avantagé, moi j'ai vu des reportages où, comme le président Koulibaly l'a dit, des délégations s'en vont au nom du parti, mais ils sont reçus par les préfets. Ils sont dans des véhicules des services de l'État. Pendant ce temps, les autres candidats ne peuvent même pas circuler, ne peuvent pas sortir d'Abidjan. C'est de l'injustice. Et tous les problèmes qu'on vit en Afrique, ça vient de là. C'est-à-dire que quand quelqu'un est au pouvoir, quelle que soit la façon dont il est arrivé, son souci, son principal souci, c'est de pérenniser au pouvoir. Or, on vient au pouvoir pour un projet politique, pour un projet social, pour développer le pays. Mais tel que c'est parti, c'est pour ça que moi je vous ai dit d'emblée, puisque je suis en rapport avec ceux qui sont sur place, ce que je vous dis, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on fasse une transition. La transition me vient en tête parce que pour moi, j'explique pourquoi je pense toujours transition, parce que je pense que la Côte d'Ivoire est dans une situation où tous les fils et les filles de ce pays doivent s'asseoir pour dessiner l'avenir de notre pays commun. Réconciliation. Si on parle, voilà, on n'a pas de choix que de passer par là, sinon on va aller d'élection en élection, les élections ne régleront pas de problème réel. D'accord, on va avancer. D'accord. On a encore 15 minutes dans cette émission sur la coupée. Après 15 minutes, rapidement, Sénat Peto, vous qui êtes notre collaborateur depuis Luxembourg, une dernière question par rapport aux élections, à 4 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, au professeur Mamadou Koulibaly. On va attaquer le franc CFA et l'écho rapidement. Oui, nous considérons, bien sûr, à la rédaction de Fenêtre l'Afrique, que ce serait faire un grand affront au professeur Koulibaly de ne pas pouvoir aborder des sujets ou des problématiques économiques qui font tellement l'actualité, mais avant d'aborder, parce que oui, il y en a pas mal de sujets brûlants dans ce secteur-là, mais juste une dernière question par rapport aux élections. En tout cas, je ne coupe pas. Il faut quand même rappeler que le professeur Mamadou Koulibaly est quand même candidat à la prochaine élection présidentielle. Justement, c'est dans ce sens que oui. Alors, monsieur le candidat de l'IDER, on sait que la campagne officielle n'est pas encore enclenchée, mais oui, il y a toujours une pré-campagne qui se fait. Vous savez aussi que notre antenne, c'est une antenne panafricaine, donc on est bien suivi aussi en République de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pourriez nous égrener en quelques secondes, quelques minutes, les axes principaux, pour ne pas dire absolument prioritaires, de votre projet de société pour ces élections qui s'annoncent? Écoute, merci pour cette question. Mais pour être bref, quand Mamadou Koulibaly sera élu président, dès le lendemain, avant même la prestation de serment, je vais réunir l'ordre des géomètres de Côte d'Ivoire
pour leur demander de se mettre au travail tout de suite en collaboration avec leurs partenaires, leurs amis, leurs collègues de la sous-région, eux-mêmes d'Europe ou d'ailleurs, pour tout de suite travailler sur le cadastrage complet du territoire ivoirien. Parce que mon premier réflexe, ce sera de donner les titres fonciers sur les terres de Côte d'Ivoire aux paysans et aux populations ivoiriennes. Il n'est pas normal que dans un pays, des gens vivent sur des terres de 5, 10, 15, 20 hectares, héritées de leur famille depuis des millénaires, et que depuis l'état colonial jusqu'à l'état que nous avons maintenant, ces gens-là ne soient pas reconnus comme propriétaires de ces terres avec des titres fonciers qui leur donnent des droits, et qu'à tout moment, les États soient là pour les exproprier, pour exploiter ces terres à leurs dépens, et que ces gens propriétaires des terres soient couchés et qu'on puisse les traiter de pauvres. Voilà pour résumer ça. C'est du capital énorme qui se trouve sur les terres africaines. Mon idée première, c'est de leur donner les papiers de ces terres-là. Et puis, le reste sera la réforme du système bancaire, la réforme du système financier pour que ces titres fonciers puissent être échangeables, puissent être des garanties pour que ces gars-là aient accès à du capital. Transformer le foncier africain en capital productif. D'accord. Et le reste, c'est des agencements pour enrichir les populations. Moi, j'envisage pas de lutter contre la pauvreté, hein. Mon problème, c'est travailler à l'enrichissement des populations. D'accord. On va quand même vous contacter très prochainement pour approfondir vos idées sur comment reconstruire la Côte d'Ivoire. Tout de suite, on va quand même parler. On a encore 10 minutes pour mettre la clé sur le paillasson dans cette émission panafricaine. Alors, on va parler du franc CFA ECO. Il y a environ 6 mois, le débat faisait la une des informations, surtout en Afrique de l'Ouest, et le projet portant modification du traité de l'UEMOA. Et là, le projet encore sur la table des 15 pays africains de la zone franc CFA, et cette semaine, et plus précisément le 25 juin dernier, le président nigérien Muhammadu Buhari sort de son silence et parle d'un risque de dislocation de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et pour le Nigeria, il n'y a aucune différence entre le franc CFA et l'ECO. Alors vous, en tant que professeur d'économie, professeur Mamadou Koulibaly, on vous sait aussi un grand panafricain, on vous suit sur les réseaux sociaux, vous défendez l'intérêt de l'Afrique. Alors est-ce que vous donnez raison au président nigérien Muhammadu Buhari? Oui, bien sûr, 20 sur 20 au président Buhari. Mon seul regret, c'est qu'il a mis trop de temps pour réagir. Ah bon? Il aurait dû avoir cette réaction déjà en décembre dernier, lorsque le président Macron et le président Ouattara étaient à Abidjan pour proclamer la fin du CFA, enfin la soi-disant fin du CFA et l'équivalence, l'appellation de l'ancien CFA en ECO. Si le président Buhari avait réagi à ce moment, l'impact aurait été encore plus sensationnel. D'accord, mais là, comment le soutenir? Comment le soutenir? Pour le soutenir, premièrement, il y a mon ami Kako Nobuko qui envisage un colloque international à Lomé dans les semaines à venir pour que nous travaillions à la rédaction d'une feuille de route, d'un plan de sortie clair que nous allons remettre aux chefs d'État pour leur dire la chose simple. Il vaut mieux avoir le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et pourquoi ne pas prolonger jusqu'en Afrique centrale, ces pays-là ensemble pour créer une nation à nous, Africains, ici, et puis nous battre comme il faut pour gérer cette nation plutôt que d'attendre d'être les instruments d'une géostratégie de la puissance française qui va nous orienter selon ses intérêts face aux États-Unis, face à la Chine, qui va nous diviser les uns par rapport aux autres, qui va ensuite nous appauvrir. Vraiment, c'est ce travail-là c'est vraiment pour résumer, c'est ce travail-là que nous envisageons faire pour que les chefs d'État ne disent pas on ne savait pas, on ne voyait pas où aller. Il faut que les gens se fassent confiance. Les francophones n'ont pas à avoir peur du Nigeria.
Les anglophones n'ont pas à se moquer des francophones. Nous sommes tous logés à la même enseigne avec des populations pauvres et victimes de maladies, de pauvreté, etc. On va aller rapidement avant de relancer encore au professeur Baloubi et notre collaborateur et sénateur depuis Luxembourg. Alors, professeur Mamadou Koulibaly, un économiste togolais, a parlé de trahison parce que pour lui, Boari a été trahi par ses homologues justement les chefs d'État africains de la zone CEDEAO. Et là, on peut se poser la question, Boari va-t-il pouvoir tenir tête aux chefs d'État africains de la zone francophone de la zone CEDEAO et également vis-à-vis de la France? C'est la question que se posent beaucoup d'Africains. Moi, je ne pense pas, on ne devrait pas parler de trahison de Boari par les autres. Non. Je pense que les autres ne disant rien, parce que jusqu'à présent, on a plutôt entendu Alassane Ouattara et Macron. Personne ne sait ce que Faure Gnassingbé, Ibeka, Macky Sall pensent, disent. Ils sont silencieux et ce silence-là montre la gêne qu'ils ont. Mais dis-nous, qui nous dit rien consent? Oui, mais on peut aussi penser que qui ne dit rien méprise. Qui ne dit rien désapprouve, mais a peur de le dire, n'a pas le courage d'affronter. Je ne pense pas qu'il soit d'accord. Je ne pense pas que les francophones soient Kaboré, Youssoufou. Je ne pense pas qu'ils soient d'accord. Mais comme c'est Paris qui parle, comme c'est Ouattara qui parle, bon, il les laisse parler et puis à côté, il faut simplement les écouter, les approcher. Vous vous rendrez compte que bon, ces gars-là sont pas d'accord, mais ils peuvent pas le dire. Ils sont pas venus à Abidjan pour applaudir Macron. Hein. D'accord. D'accord. Il nous reste 5 minutes chrono. Alors, Sénateur, est-ce que vous avez une question courte et très précise au professeur Mamadou Koulibaly? Sénateur, vous m'entendez? Non, je ne pense pas qu'il m'entend. Alors, rapidement. Oui, je vais un mot, je t'entends. Une question très précise et courte, rapidement, au professeur par rapport à l'éco France CFA. L'autre actualité qui touche l'économie ouest-africaine et mondiale, c'est l'impact économique de la pandémie que nous connaissons tous actuellement depuis quelques mois. Oui. Donc une question courte et précise, j'en avais d'autres, mais bon, le temps est assez court. Alors le credo mondial aujourd'hui, c'est il faut un nouvel ordre économique mondial. Ça on l'entend partout. Donc avez-vous pour l'économiste ou le professeur d'économie que vous êtes, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la problématique? Quelles seraient vos contributions dans ce débat finalement planétaire? Comment l'Afrique pourrait-elle... Merci pour la question. Moi, ma conviction a toujours été que les États africains, pris individuellement, étaient trop petits ou sont trop petits pour s'en sortir. Je pense qu'au moment où tout le monde réfléchit à l'après-Covid, la réflexion que je fais, et ce que je publie et ce dont je parle chaque fois que je rencontre des autorités de nos pays, c'est de leur dire allons-y vers une fédération de nos différents États. Allons vers une fédération, arrêtez tous ces processus d'intégration. Vous faites comme George Washington, Jefferson, Madison ont fait. Vous vous appelez un jour, vous vous asseyez. Le Covid nous a montré nos faiblesses par rapport au reste du monde. Nous serons les gouverneurs de nos différents États et puis on va aller choisir un président de la fédération, un parlement de la fédération avec son Sénat, son assemblée, et puis on va libérer nos populations, remettre l'état de droit à l'endroit, rendre compte à nos populations et puis les autoriser à nous demander des comptes. On va rentrer dans l'état de droit. Je crois, franchement, la réflexion que je fais avec certains amis, c'est de dire, là, nous avons tous compris, même quand on a annulé, Maître, quand on a demandé l'annulation de la dette, vous avez vu ce qui s'est passé, on nous a dit, un moratoire de 6 mois, mais automatiquement la dette privée a commencé à avoir des intérêts élevés. Les créanciers privés disent ah oui mais c'est pas. Donc on est pris à la gorge. La seule façon de sortir, c'est de nous mettre ensemble, de libérer nos populations, de remettre l'état de droit en place. Et puis bon, je pense qu'en ce moment, l'école, la santé, le reste suivront doucement. Tout à fait. Mais au commencement, il faut ça.
D'accord. Comment il faut ça. Alors, nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Rapidement, deuxième partie. Donc, rapidement, professeur Jérôme Balobi. Alors, le franc CFA qui va muter en éco, Bouhari qui menace, il parle de dislocation de la CEDEAO rapidement en 1 minute. Que direz-vous pour conclure, pour réagir sur le franc CFA éco? Oui, mais sans être économiste, on sait que c'est une supercherie. Parce que je ne vois pas pourquoi, si la France crie sur les toits que le franc CFA c'est l'affaire des Africains, pourquoi c'est le président Macron qui va déclarer la fin ou la mort du franc CFA? C'est évident, c'est clair, ça saute aux yeux que la France est encore aux manettes. Et je partage accompagné par le Parlement français d'ailleurs. Hein. D'accord. Absolument. et je suis d'accord avec le président Mamadou Koulibaly, c'est-à-dire que ce qu'on doit faire, c'est que les Africains se prennent en charge. C'est-à-dire que les intellectuels, dans leur domaine précis, notamment dans le domaine économique, il faut, comme il a dit, il faut qu'on se réunisse pour décider. Et puis aller faire la proposition au chef d'État. Parce que je pense, et il a relevé aussi, nos chefs d'État sont un peu des prisonniers. Ils sont installés, on sait comment ils sont installés par les grandes puissances, donc il revient aux peuples africains de les aider, de les soutenir. Absolument, absolument, on a des compétences en économie, on a parlé de l'école. L'école, par exemple, on vit dans l'école coloniale qui n'est pas adaptée à nos réalités. Nous devons prendre en charge tout cela, et pour cela, il faut que les intellectuels fassent des propositions au chef d'État. Chez nous, il y a un problème qui dit que quand tu places un piège qui ne fonctionne pas, tu dois l'aider. En fait, nos chefs d'État, on doit les aider à sortir réellement l'Afrique de cette situation. Merci et la fédération, moi je pense que c'est une solution très intéressante. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci à vous, professeur Mamadou Koulibaly, fondateur du parti politique Liberté et Démocratie pour la République, leader. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle prochaine. C'est dans 4 mois en Côte d'Ivoire. Merci. On se retrouvera très prochainement, professeur Mamadou Koulibaly. Bonsoir. Merci à tous et bonne soirée à vous. Merci. Merci, bonne soirée aussi à vous. Et merci à vous qui nous avez suivis depuis Abidjan, depuis Guinée-Conakry, depuis Douala, depuis ici même en Europe, aux États-Unis. Merci à vous. Bonne continuité sur Canal K et bonsoir.